prochaine communication, c'est celle d'Aurélien Davroux, qui est intitulée, alors je regarde mon texte parce que j'avais préparé un papier que j'ai mis à la poubelle. Donc, la présentation d'Aurélien s'intitule « Les vivaces en pot pour balcon et terrasse ». Donc, 2 mots sur Aurélien. Il travaille dans l'entreprise Promesse de Fleurs. Il s'occupe, si j'ai bien compris, d'une application qui permet de choisir ses plantes, mais peut-être il nous en dira 2 mots. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on s'est croisés dans une autre vie à Agro Campus Ouest, et ça me fait très plaisir de le revoir aujourd'hui. Voilà. Et le petit clin d'œil sur Weihenstephan, c'est pour vous dire, c'était parce que Aurélien Davroux fait partie de ces étudiants qui ont un double diplôme, à la fois le diplôme d'Agro Campus Ouest et le diplôme allemand de Weihenstephan. Voilà. Et donc, c'est tout, comme ça, petit clin d'œil. Alors, Aurélien, je vous laisse la parole. Merci Noël pour ce clin d'œil déjà, qui n'a pas manqué d'atterrir dans mes oreilles. Donc bonjour à tous. Alors effectivement, je suis chargé de projet végétal chez Promesse de Fleurs et donc vous l'aurez compris, ancien étudiant d'AgroCampus Ouest à Angers. Il y a déjà quelques années maintenant. Le temps passe vite. Donc, je vais vous partager ma présentation. En principe, vous voyez la voir en plein écran si tout va bien. C'est bon. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, donc, effectivement, on va parler des vivaces en pot pour balcons et terrasses. Tout le monde m'entend bien? Oui. Est-ce que... Oui, il n'y a pas de problème pour moi. Très bien. Alors, le contexte, c'est tout d'abord qu'on est de manière assez générale et un peu partout avec des jardins qui sont de plus en plus petits, des parcelles qui se rabougrissent chaque année un peu plus du fait de la diminution du grignotage de l'espace et puis du fait de l'artificialisation avec des parcelles qui donc doivent contenir tout le monde, mais de façon un petit peu congrue, ou bien des espèces hors sol qui peuvent être en particulier les balcons, comme j'ai trouvé cette photo qui était assez amusante, je trouve, avec cette foisonnance de pots en tout genre sur un balcon dans une grande ville. L'idée, c'est qu'on veut concilier donc un maximum de plantes sur une surface réduite, avec si possible un petit peu d'originalité. Cultiver beaucoup de choses, c'est en général pour avoir un petit Éden quelque part sur sa terrasse ou son balcon, avec une grande composante qui reste la modularité. Un pot, ça se déplace, donc on peut créer des compositions mouvantes, tant par le choix des plantes elles-mêmes que par la place qu'elles occupent dans l'espace. Et puis, ça permet aussi de jouer un petit peu sur l'exotisme, particulièrement en adoptant des plantes que l'on ne pourrait pas faire pousser en pleine terre chez soi, logiquement. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est comment choisir les plantes les plus adaptées, les entretenir et les conserver. Alors, tout d'abord, il faut un petit peu définir ce qu'on veut. Déjà, est-ce qu'on veut absolument du durable qui va pouvoir se maintenir pendant plusieurs années, ou est-ce qu'on peut tous les ans faire varier un petit peu? Alors, ça peut être en utilisant des vivaces, bien sûr. Ça n'empêche pas de changer tous les ans la composition. Une des pistes pouvant être d'ailleurs d'utiliser les vivaces une année dans un pot pour les avoir sous les yeux et les planter l'année d'après en pleine terre si l'occasion le permet. Ensuite, il y a bien entendu des objectifs de couleur. Voilà, on y reviendra un petit peu après sur les contenants. Là, c'est un petit peu chacun ses goûts. Sur les hauteurs, est-ce qu'on veut quelque chose qui va rester plutôt petit? Est-ce qu'on veut au contraire se cacher de ses voisins, ce qui est aussi assez fréquent sur les balcons et sur les terrasses? À quelle saison veut-on en profiter au maximum? Est-ce qu'on veut, en gros, prendre l'apéritif pendant l'été à côté de ces pots, ou au contraire, est-ce qu'on veut pouvoir les regarder en fleurs à travers la fenêtre du salon pendant l'hiver, par exemple?
est-ce qu'on aura également la place de rentrer certains de ces pots durant les périodes froides? Ça, c'est une question relativement cruciale, surtout quand on est dans un contexte d'appartement. Il est bien évident que si on transforme l'intérieur du salon en serre tropicale avec une pléthore de vivaces, ça ne va pas forcément être très compatible avec la vie de tous les jours. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un esprit de modularité. Donc, est-ce qu'on va concevoir tout ça de façon à être encore évolutif? Qui dit culture en pot dit évidemment un contenant. Alors là, deux choix possibles. Soit on part sur de grands volumes qui vont nous donner, bien entendu, une meilleure inertie, c'est-à-dire que la température va moins vite baisser ou augmenter à l'intérieur de ces pots. Idem pour l'arrosage, on aura généralement moins à arroser un grand contenant. Mais bien sûr, plus le pot est grand et plus il va être lourd, donc difficile à déplacer. À l'inverse, si on part sur des volumes plus petits, on va avoir une capacité à déplacer les pots et à encore une fois, rester dans cette idée de modularité, mais au prix, malheureusement, d'un arrosage probablement plus fréquent et d'une plus grande sensibilité aux aléas climatiques, quels qu'ils soient, le froid, la chaleur, etc. J'ai parlé tout à l'heure des goûts et des couleurs. Forcément, ça fait partie des objectifs qu'on se donne. Est-ce qu'il y a une composante de couleur et de matière, ou les deux, dans ce qu'on veut obtenir? Donc, évidemment, il existe maintenant tout un tas de contenants divers et variés qui sont disponibles, hein, que ce soit de la résine, du métal, de la céramique, de la terre cuite, que sais-je, et avec toutes les formes aussi possibles, des cubes, des cylindres, des sphères, des coupes, etc., etc. Ce qu'il faut particulièrement surveiller, bien sûr, c'est si on ne peut pas les rentrer pendant l'hiver, c'est de ne pas prendre de matériaux trop sensibles au gel. On y reviendra tout à la fin, mais il y a beaucoup de céramique, par exemple, et certaines terres cuites, qui, surtout lorsqu'elles sont au contact de l'eau, vont geler assez facilement pendant l'hiver et potentiellement éclater. Pour ce qui concerne les plastiques et les résines, on va avoir un autre point d'attention qui est la sensibilité aux UV. J'ai chez moi un magnifique pot en plastique bleu roi qui est devenu d'un vert légèrement douteux, ce qui n'est pas forcément très agréable quand on a une plante qui a été choisie en accord avec le pot, puis même tout simplement pour des questions d'esthétique. Hein. Si la couleur passe, en général, ce n'est pas extraordinaire d'un point de vue visuel. Et puis, en dehors de ces pots très normés, très chics, très graphiques, on peut aussi partir sur de la récupération avec divers artifices. Bon, j'ai choisi cette photo-là parce qu'elle est assez amusante, je l'ai trouvée sur Internet, avec quelque chose qui est relativement à la mode, c'est de recycler ses chaussures en réceptacle pour des compositions plus ou moins éphémères, bien sûr, puisque les chaussures finissent par se dégrader relativement vite. Mais enfin, ça peut permettre, surtout quand on a des enfants, de faire des petites choses amusantes, de faire des ateliers de jardinage tout à fait ludiques et intéressants dans cette idée de développement durable, hein, j'ai envie de dire. On peut tout aussi bien faire ça avec de vieilles bassines, des arrosoirs et bien d'autres choses encore. Une fois qu'on a choisi son pot, on va bien entendu choisir ses plantes. C'est quand même un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et tout comme le disait M. Lepère tout à l'heure, il faut choisir la bonne plante au bon endroit pour éviter les déconvenues. Tout d'abord, l'exposition, hein, on en a parlé, je ne vais pas être très long là-dessus, forcément. Si vous voulez planter l'hosta qui est en haut à droite, en plein soleil, sur un balcon au sud à Paris, vous allez sans doute au-devant de quelques problèmes de feuilles brûlées. La protection contre le vent, je reprends mon hosta, si vous le mettez en plein vent au nord, ça ne sera pas forcément là qui sera le plus heureux, puisque c'est une plante de sous-bois. À l'inverse, la stipe que vous voyez juste à côté, donc les cheveux d'ange qu'on évoquait aussi tout à l'heure, n'ont absolument aucune espèce de problème avec le vent, bien au contraire. Ils vont accepter d'être les cheveux exposés au Mistral sans aucun problème. Et ensuite, une question de pluviométrie. Hein. On a beau être dans un pot, on a quand même affaire, par exemple, avec cette agave palmérie, pour l'anecdote, qui est en bas à droite, qui n'est pas dans un pot ici, mais enfin, les agaves sont des plantes qui sont très sensibles aux excès d'humidité. Donc,
il a beau être en pot, s'il est exposé par exemple à l'ouest, dans une région plutôt pluvieuse, il y a des risques aussi, si le drainage du pot n'est pas suffisant, là aussi on y reviendra juste après, d'avoir quelques soucis de pourrissement. Idem pour la rusticité. Hein. M. Lepère l'a aussi dit tout à l'heure, plus un pot va être, enfin, plus un substrat va être humide, plus les plantes qui seront dans ce substrat vont être sensibles à l'humidité, au froid hivernal. Donc c'est un point à considérer aussi. Et vous vous doutez bien que la seule petite chose qu'on peut se permettre quand on est dans un pot, c'est qu'on n'est pas dépendant du substrat, puisque c'est nous qui le choisissons par définition. Donc sur ce point-là, on va être un petit peu plus libre, d'où ce que je disais tout à l'heure, la possibilité d'acclimater des plantes en pot qui seraient totalement impossibles à garder en plein sol, en pleine terre. Je reviendrai aussi sur le substrat après, bien sûr. Alors, dans le détail, quel type de plantes on va pouvoir utiliser pour cette culture en pot? Tout d'abord, des vivaces de jardin, j'ai envie de dire, mais qui tolèrent facilement cette culture en pot. Parmi celles-là, hein, il y en a des dizaines, voire des centaines qui sont utilisables, mais je citerai les euchères, dont je parlerai d'ailleurs un peu plus en détail dans 15 jours. Les euchères avec une pléthore de variétés toutes très intéressantes pour apporter de la couleur, un petit peu de fraîcheur sur les balcons et les terrasses. De nombreuses graminées comme l'astype qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi ce Carex buchanani qui est très graphique avec ses tiges très raides, d'une belle couleur bronze. Pas mal de campanules aussi. Alors, Noël Dorion l'a cité tout à l'heure, la fameuse et imprononçable Campanula portenschlagena, autrement dit la campanule des murailles, qui se prête très très bien à l'usage tant en pot qu'en couvre-sol d'ailleurs, au jardin de manière plus générale. On notera qu'à l'inverse, il y a des plantes qui sont relativement peu adaptées à cet usage. Là aussi, il y en a des dizaines, mais je citerai deux exemples pour deux raisons différentes. La première, c'est les hellebores hybrides, parce que on va avoir un décor intéressant de manière assez éphémère. Je vous déconseille fortement de laisser une hellebore hybride plus d'un an ou deux dans un contenant, sauf s'il est très grand, puisque ce sont des plantes qui aiment bien avoir un sol profond, riche, et dont la souche va finir par vivoter relativement rapidement, surtout dans une jardinière, comme j'ai pris volontairement l'exemple ici. L'autre grande typologie de plante qui va particulièrement peu aimer la culture en pot, ça va être les plantes comme cette fraxinelle, donc Dictamnus albus, qui est une plante, une vivace qui s'installe déjà assez longuement. Il faut 2-3 ans pour que la plante trouve vraiment ses marques, et qui produit des racines pivots relativement profondes qui vont détester rencontrer un obstacle au fond du pot s'il n'est pas assez profond. Donc, je déconseille vivement de planter la plupart des plantes possédant un grand pivot dans une situation de pot. Sauf, encore une fois, vraiment dans un très grand contenant qui sera amené à ne pas être bougé souvent ni remplacé pour le substrat. Bon, la deuxième chose, ça peut être les plantes de rocaille ou de terrain drainé. Vous allez voir que je fais la différence entre les deux. Avec la vergerette de Karinsky, qui est un grand classique aussi, en potée et en couvre-sol, une plante qui est très intéressante, très facile à vivre, mais qui va demander, pour survivre, d'avoir un bon drainage, sous peine de voir généralement ses racines pourrir relativement vite. Un autre exemple un peu moins classique, mais que j'ai personnellement chez moi dans le Pas-de-Calais et qui pousse très très bien dans une auge sur ma terrasse, c'est les oponces. Alors j'ai pris cette espèce-là, Opuntia unifusa, pour deux raisons. Déjà, il est très rustique, il peut résister à -20 sans problème dans un sol drainé, ce qui est quand même à souligner pour un cactus. Et d'autre part, il a le bon goût de présenter très peu de piquant, ce qui est relativement appréciable aussi quand on veut circuler autour. Bon, il y a les classiques de chez classique, Sedum et Joubarbe, qui sont à peu près adaptables de partout. Et je vais finir par un exemple un peu différent, qui est celui de l'Edelweiss. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à cultiver, une plante de très haute altitude. C'est relativement facile tant qu'on se limite quand même à un climat qui n'est pas trop chaud ni desséchant. Il faut éviter de planter ça à Marseille, clairement. Et contrairement aux autres plantes qui sont présentées, ça aime le drainage tout en aimant la fraîcheur. Ce n'est pas une plante de terrain sec, clairement pas. Donc, il faudra quand même garder l'Edelweiss un peu plus à l'œil que les 3 autres plantes qui sont présentées, mais qui est tout à fait néanmoins utilisable dans un
dans un pot s'il est un petit peu surveillé. La troisième catégorie, ça va être des plantes exotiques. Alors là encore, ça dépend de ce qu'on entend par exotique, mais en tout cas des plantes frileuses. Au premier chef, les agapantes, qui sont très tendance en ce moment également, qui supportent très très bien la culture en pot, à condition qu'elles aient un petit peu à manger quand même. Les agaves, qui sont aussi de très bonnes plantes. Agave americana, bien sûr, peut prendre des dimensions assez spectaculaires, donc on va préférer le mettre sur une grande terrasse plutôt que sur un balcon de 5 mètres carrés. On peut avoir aussi quelque chose qui est à la mode en ce moment, c'est les astélias, qui sont des plantes australes. Alors, contrairement aux agapantes et aux agaves, ce sont des plantes qui vont justement pas non plus aimer, un petit peu dans le même cas que la Edelweiss, finalement. Ça aime les terrains drainés, mais ça n'aime pas les grosses chaleurs et les atmosphères desséchantes. Donc, ce sont de bons candidats en pot, par exemple, dans les régions comme la Normandie, où potentiellement la rusticité peut être prise en défaut durant l'hiver, mais où le climat est suffisamment pluvieux et humide pour permettre une bonne croissance de ces plantes. Idem pour les fougères arborescentes, qui sont assez complexes à garder dans un climat sec, mais qui se prêtent très bien à la culture en grand pot dans des climats un peu plus humides. Bon, bien entendu, si vous avez la chance d'habiter une région très favorisée comme la Pointe de Bretagne, par exemple, oubliez le pot, mettez-le en pleine terre. Ce sera encore plus simple. Mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. La quatrième catégorie, ça va être de façon un petit peu plus étonnante, peut-être les plantes de terrain humide, voire aquatiques, avec les prêles, par exemple, qui sont des plantes assez intéressantes, mais qu'on peut tout à fait garder dans un grand pot sur un balcon. Si on est un petit peu plus expérimental, on va même pouvoir faire un pot, entre guillemets, un pot bassin, qui va permettre de cultiver. Il y a beaucoup de sélections de nénuphars nains actuellement, qui sont très intéressantes par leur développement très, très contenu. On va pouvoir les associer à d'autres plantes. Là, en l'occurrence, il y a un myriophylle sur la gauche, qui est une plante aussi d'aquarium, mais qui peut être plutôt amusante à cultiver comme ça sur un balcon, et qui, soit dit en passant, va permettre assez probablement l'arrivée évidemment peut-être pas en plein centre-ville, mais va permettre l'arrivée d'animaux aquatiques ou semi-aquatiques comme des libellules qui vont pouvoir potentiellement venir se développer ou chasser, même dans des micro-bassins comme ça. Et puis des plantes qui sont plus là, des plantes de zones humides, comme les colocasia, donc ce qu'on appelle les oreilles d'éléphant aussi, qui sont parfois cultivées, ou les allocasia même, peu rustiques néanmoins, qui sont cultivées parfois en plantes d'intérieur ou plantes de véranda, mais qui sont tout à fait indiquées pour des grands pots maintenus éventuellement dans un cache-pot rempli d'eau. Et puis la dernière catégorie, je dirais, les plantes qu'on peut qualifier d'expansives. Alors, je vais reprendre ma prêle de tout à l'heure, puisque, comme vous le savez certainement, ce sont des plantes qui ont tendance à avoir un très fort pouvoir rhizomateux ou drageonnant dans des conditions favorables. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec un massif de 3 ou 4 mètres carrés de prêle, la contenir dans un pot peut être, comme ici, vous voyez, un pot enterré, une façon très judicieuse de la contenir. Ça permet aussi d'éviter la barrière à rhizome qui n'est pas franchement esthétique la plupart du temps. On a aussi, et j'ai entendu, Noël, vous disiez que vous placiez les bambous dans les vivaces, c'est ce que j'ai tendance à dire aussi. En tout cas pour les bambous les plus nains comme les Plioblastus ici, qui sont eux aussi des plantes extrêmement rhizomateuses et donc parfois un peu difficiles à contenir. Donc on va préférer choisir un maintien en pot. Notons, soit dit en passant, que dans ces cas-là, on va éviter de choisir des pots en terre cuite qui explosent assez facilement lorsqu'un rhizome un peu trop costaud leur oppose une résistance. Et puis, bon, là encore, on a des dizaines d'exemples, mais on peut aussi parler de ce Carex, le Ice Dance, qui est très sympathique, mais qui, dans un terrain frais et riche, peut assez vite se montrer cavaleur, et que, pour une raison ou une autre, si on n'a pas la place, si on préfère laisser les massifs pour d'autres plantes, on va plutôt vouloir cultiver en pot. Une fois qu'on a choisi les plantes, on va essayer éventuellement de les associer. Alors, on peut planter plusieurs plantes dans un même pot, et dans ce cas-là, c'est mieux essayer de varier les formes de feuillage, les formes de pores
que ce soit des plantes dressées, ou plutôt en touffe, ou plutôt à port retombant. Voilà. On peut avoir quelques exemples. Alors là, les deux photos contenant des œchères, donc la première et celle en à droite, sont tirées du livre de Pascal Garbe, très bon livre qui s'appelle Cultiver en pot. Montre déjà une belle bibliothèque de plantes et de belles associations également. Je ne rentre pas dans le détail ici, parce que c'est un petit peu chacun à sa mode, et l'idée n'est pas vraiment de donner un catalogue du bon goût ici, ce serait très prétentieux de ma part. Chacun associe les plantes comme il a envie, à condition, bien sûr, de respecter un certain nombre d'exigences. J'y reviens juste après, oui, c'est vrai que là, ce qu'on peut aussi faire, c'est donc mixer les arbustes, mais aussi les bulbes et les annuels, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on parle de vivaces qu'on est obligé de mettre 100% de vivaces dans une composition. Donc ici, vous avez par exemple une hellebore hybride avec des narcisses. Pour faire un petit commentaire sur cette composition-là, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de narcisses sur la droite, là, et que assez probablement, cette potée va devenir un peu vide une fois que les narcisses seront défleuris. Donc il est préférable d'utiliser d'autres plantes, peut-être des coups de sol, par exemple la campanule qu'on a vu tout à l'heure, pour remplacer les jonquilles une fois qu'elles seront fanées. Et puis on peut tout à fait aussi mixer les aromatiques. J'ai pris la ciboulette, mais on a possibilité de faire ça aussi avec du thym, de la sarriette, voire du basilic, le cas échéant, pourquoi pas. Les aromatiques qui sont, pour certaines, c'est pour ça que j'ai choisi la ciboulette, de très très bonnes vivaces également. Mais vous pourrez pour autant piocher leurs feuilles et leurs fleurs pour agrémenter vos salades. Le substrat maintenant, on a vu tout à l'heure qu'il fallait choisir la plante pour le bon endroit, donc ça implique que pour un pot donné, on va choisir des plantes qui sont adaptées aux mêmes situations. Il n'est pas question de mettre dans le même pot une plante de zone sèche et une plante aquatique. Ça paraît évident en le disant, mais bon, c'est bien de le rappeler. À l'inverse, on est en pot, autant en profiter. Et donc, comme sur la photo que vous avez ici, qui est aussi tirée du bouquin de Pascal Garbe, vous avez devant des agaves et des saxifrages et des avorcias, des choses comme ça, qui sont des plantes typiquement de terrain sec et caillouteux. Mais vous avez à l'arrière-plan un énorme hosta qui est lui une plante de terrain frais. Et donc, tant qu'il reçoit suffisamment d'ombre, ce qui est sans doute le cas ici avec une avancée de toit, si je me rappelle bien, vous pouvez tout à fait planter les deux pots l'un à côté de l'autre, puisque à l'intérieur même d'un pot, la plante sera dans un milieu qui lui est favorable. Concernant la nourriture des plantes, alors évidemment, on peut partir sur différents types de terreaux, etc. Moi, j'ai toujours tendance à conseiller, sauf cas un peu particulier, de mettre au moins 20-30% de bonnes terres de jardin dans un pot. Pourquoi? Parce qu'un terreau reste malgré tout quelque chose de relativement artificiel, qui est chimiquement mort, en réalité. On a une quantité de nutriments au départ, mais qui est utilisée par la plante, et après, c'est tout, c'est fini. Alors que si vous y intégrez des micro-organismes avec des argiles, etc., naturelles, entre guillemets, vous allez avoir une résilience de votre substrat qui va être bien supérieure. Et si en plus vous avez quelques vers de terre qui se baladent dedans et qui aèrent le substrat et qui continuent à auto-nourrir le pot, j'ai envie de dire, ça n'en est que mieux. On n'oubliera pas, pour la majorité des plantes, des éléments drainants, donc que ce soit, vous connaissez, j'imagine tous les billes d'argile, mais qui ont un petit peu l'inconvénient de se compacter au bout de quelques années. Donc vous pouvez avantageusement les remplacer par du gros gravier, de la pouzzolane ou du sable. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du sable, n'utilisez jamais de sable très fin, qui va avoir tout à fait l'effet inverse de compacter le sol. Utilisez du sable grossier. Il y a quelque chose qu'on commence à voir sur le marché, même des particuliers depuis quelques années, ce sont les rétenteurs d'eau. Ce sont des petits granulés d'un matériau chimique artificiel. Bon, ce n'est pas génial, peut-être d'un point de vue écologique, mais néanmoins, c'est une substance qui est capable de se gorger d'eau, je crois, de 3 fois son volume, et qui est très intéressante quand on veut éventuellement s'absenter quelques jours ou qu'on veut avoir un arrosage réduit. On peut utiliser ces granulés rétenteurs d'eau.
À quel moment procéder? Je vais aller extrêmement vite, parce encore, M. Lepère l'a dit tout à l'heure, on va éviter, bien entendu, de planter en plein cœur de l'été quand le soleil est cuisant et va ruiner un petit peu les efforts de développement de nos végétaux. On va également éviter de planter en plein cœur de l'hiver, en plein gel, pour les raisons tout à fait opposées. Mais comme ça a été souligné, on va peut-être porter attention à certaines plantes un petit peu particulières. Je pense ici aux plantes méditerranéennes qui, là encore ça a été dit tout à l'heure, ont pour la plupart un cycle inversé, puisque la plupart entrent en dormance, voire disparaissent pendant l'été, et reprennent leur croissance en automne. Conclusion, dans les régions plutôt chaudes, on aura tendance à faire ces plantations, que ce soit en pleine terre ou en pot, à l'automne, pour que l'enracinement se fasse durant tout l'hiver jusqu'au printemps suivant. Puisque si vous plantez juste avant l'été, en gros, la plante va avoir 2 mois pour raciner et va se retrouver à stopper sa croissance alors qu'elle est à peine enracinée. À l'inverse, si vous habitez dans les régions plutôt au nord de la Loire, vous allez peut-être planter plutôt au printemps parce que justement, vous allez éviter un hiver trop rude. Voilà. Aurélien, il faut... Oui, on va faire rapidement. Là. Donc pour la plantation, on va quand même un petit peu démêler les racines. Hein. La photo est un contre-exemple choisi volontairement. Là. Je vois beaucoup de gens qui plantent comme ça, sortis du pot, bloquent dans la terre. C'est à éviter absolument. On va forcer les racines à explorer leur environnement. On va également penser, en plus des rétenteurs d'eau de tout à l'heure, à mettre un paillage, hein, que ce soit un paillage minéral ou organique, qui peut être des feuilles mortes ou du bois broyé, pour limiter l'arrosage. Et puis on trouve aussi ce système qui revient à la mode depuis quelques années, qui est celui des Zoya, qui consiste à enterrer une jarre. Alors là, c'est un grand modèle, mais vous avez de tout petits modèles de quelques décilitres qu'on peut tout à fait enterrer dans un pot, et qui redistribue l'eau de façon régulière. Sur l'arrosage, là encore très rapidement, il faut mieux arroser beaucoup, mais peu souvent, plutôt qu'une petite quantité régulièrement. Autrement dit, il vaut mieux arroser, on va dire 5 litres une fois par semaine, plutôt qu'1 litre tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on va imbiber plus en profondeur et on va forcer les plantes à aller chercher l'eau au fond du pot. Alors que si on arrose de façon superficielle, vous allez plutôt avoir le système racinaire que je vous présente ici en haut, c'est-à-dire un système racinaire très plat et peu profond, et donc très sensible aux aléas climatiques. On va bien sûr surveiller de façon dynamique le développement des plantes. Alors vous voyez l'agapanthe qui est en bas à gauche, là, qui a fait éclater son pot avec le trop-plein de racines. Bon, ça évidemment, ça demande un rempotage peut-être un peu plus régulier que ce qui a été fait là. La jardinière que vous avez sur la droite, vous avez des plantes qui pour l'instant sont bien mignonnes les unes à côté des autres, mais vous voyez qu'il y a un lierre, vous voyez qu'il y a cette plante ici qui est un autunia qui va probablement être très très vigoureux dans les années à venir. Donc cette jardinière va probablement rester dans ce bel état assez peu de temps finalement. Il faudra assez vite réagir. Et enfin, durant l'hiver, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut faire attention aux matériaux que vous choisissez parce que certaines poteries en particulier vont être plutôt sensibles au gel. Donc pour éviter de voir éclater vos belles poteries italiennes à 300 €, il vaut mieux peut-être les rentrer l'hiver ou choisir un autre matériau si vous êtes dans une région qui n'est pas adaptée. Et puis pour ce qui est des plantes elles-mêmes, il n'est pas inutile de penser à un voile d'hivernage comme ça pendant l'hiver, avec un gros point d'attention qui est que le voile d'hivernage, contrairement à ce qu'on voit souvent, ne doit surtout pas toucher les feuilles de vos plantes, parce que ça crée un pont thermique avec l'extérieur. Autrement dit, vos feuilles sont au contact de l'humidité qui se condense sur le voile d'hivernage et du gel. Je vous laisse imaginer le résultat à l'intérieur. Et il ne faudra pas non plus oublier, quand le soleil revient, même au cœur de l'hiver, d'enlever ce voile d'hivernage pour ne pas que vos plantes condensent et cuisent inutilement à l'intérieur du voile. Voilà. Bon, là, j'ai fait effectivement un petit peu rapide. J'en ai terminé. Et je vous remercie de votre attention. Donc, on va regarder les questions peut-être. Oui, merci Aurélien, merci pour cet exposé. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a 2 commentaires qui vont dans le même sens. C'est, alors il y a
le premier très court, c'est quel poids supporte un balcon. Le deuxième est un commentaire. Merci pour cette intervention. Une simple remarque utile de rappeler. Pour éviter les déconvenues, il faudrait avant toute plantation sur les balcons et les terrasses se renseigner sur les charges maximales autorisées par votre copropriété. Tout à fait. Voilà de la sagesse. Et en effet, le poids du contenant, le poids de la terre chargée en eau et les plantes C'est pas peuvent négligeable. fragiliser la structure de votre balcon ou de votre terrasse. Donc, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait. C'est tout à fait vrai. Et en principe, je pense que quand on achète un appartement ou qu'on loue, on peut trouver l'information. En principe, Oui, elle est disponible. Donc, oui, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un pot avec un bananier chez moi qui doit faire 200 litres. C'est du terreau dedans, donc qui est peu dense finalement, mais comme il y a un petit peu de drainage, on arrive facilement à des poids de 60 à 80 kg. Donc, vous imaginez bien que si vous multipliez ça par quelques pots, même avec plusieurs petits pots, d'autant plus avec des matériaux lourds comme la terre cuite ou la céramique, on atteint vite des poids assez conséquents. Alors moi, j'avais une question moi, à propos de l'érigéron. Oui. Est-ce que c'est pas quand même une plante qui serait considérée comme un peu envahissante ou c'est une autre espèce? Alors, oui, bon, il peut se ressemer assez généreusement, on va dire, surtout en climat méditerranéen chaud et rocailleux. Je ne pense pas qu'elle ait un statut de plante invasive à l'heure actuelle, à vérifier. En tout cas, mais c'est joli, mais ça se met là où on n'en a pas envie. On va dire que c'est prolifique. Alors, Catherine Der nous dit, j'ai essayé les rétenteurs d'eau, mais l'hiver, elle dit, risque de perdre des plantes par trop de rétention d'eau. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. En théorie, je dis bien en théorie, moi j'ai essayé ça dans quelques pots, quelques par terre, pour l'instant je n'ai pas eu de mauvaise surprise. En théorie, le matériau qui est utilisé absorbe l'eau quand l'eau justement vient à être, quand il pleut, en gros, le matériau se gorge d'eau et ne le restitue que quand la terre qui est aux alentours sèche. Oui, mais enfin bon, je ne sais pas comment sont les nouveaux rétenteurs d'eau, mais à un moment donné, ça avait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça se chargeait en eau, y compris quand il n'y avait plus d'eau dans la terre, enfin quand il n'y avait plus suffisamment d'eau pour alimenter la plante. Ça, effectivement, c'est un risque. Donc il faut aussi se méfier de ça. Mais je ne sais pas, hein, c'est peut-être des nouveaux rétenteurs d'eau qui sont tout à fait fonctionnels. Hein, c'est pas... J'ai essayé à la fois dans des pots et dans un parterre spécifique l'an dernier. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre de. Alors, notre spectateur anonyme là, qui nous fait plein de commentaires super bien, et ben, ça aurait été bien qu'on ait son nom, mais bon, tant pis. Il nous dit que les terreaux allégés représentent 1200 kg par litre chargé en eau. Par litre 1200 kg par litre chargé en eau. Voilà, c'est sûr ça, une tonne 2 par litre chargé. Bon, je sais pas. Par tonne peut-être. Je sais pas. En tout cas, ça doit être beaucoup, mais là, le chiffre me paraît bizarre. Bon. Enfin, de toute façon, c'est sûrement beaucoup. J'ai plus d'autres questions. Oui, par mètre cube, voilà, c'est ça. Ah, peut-être. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Effectivement. Non, j'ai pas. J'ai pas d'autres questions, Aurélien. Donc, merci beaucoup.